Thomas, Julie, Florian, Kim, if you want to join us and take a seat. And just before starting the discussion, we'll have Caroline Huet, senior consultant at NPA Conseil, commenting on a study that NPA just finished about the way to generate growth in the media group. Caroline, you have a headset. Les premiers enseignements d'une étude que nous venons de publier chez NPA sur effectivement les nouveaux modèles économiques des médias. Et on va commencer en présentant trois groupes, trois modèles de diversification des revenus réussis en tout cas accomplis, en termes au regard des recettes publicitaires en fait. Donc tout d'abord, effectivement, ITV, qui donc aujourd'hui en est à 3,7 milliards de livres sterling de revenus publicitaires en 2017, en augmentation de 4%. Et aujourd'hui, donc, la diversification, les revenus de la diversification représentent 56% de son chiffre d'affaires. La bascule entre diversification et publicité s'est opérée dès 2016. Et aujourd'hui, donc, la diversification creuse l'écart avec la publicité. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que non seulement la diversification porte la croissance du groupe, mais au sein des segments, c'est ITV Studios qui est le plus dynamique et le plus porteur. Il représente aujourd'hui 77% de la diversification du groupe, et ce qui correspond à 1,6 milliard de livres sterling, en augmentation de 13% par rapport à 2016, et si on compare à 2010, de 166%. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie très claire portée sur la production, qui est mise en place depuis 2010. C'est une décision du groupe et qui repose en fait sur un constat. C'est en gros, le groupe a besoin de contenu et de se les revendre en interne, mais aussi de produire et de gérer des catalogues de plus en plus importants pour les acteurs étrangers, donc autres groupes audiovisuels, qu'ils soient britanniques ou sur des marchés étrangers, mais aussi pour les nouvelles plateformes OTT en fait. Et l'objectif est de se développer non seulement au Royaume-Uni, mais également à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, dans le reste de l'Europe. Et ces diverses structures de production permettent de gérer la fluctuation des activités d'un marché à un autre, en fait. Donc aujourd'hui, effectivement, la production prend une part de plus en plus importante. Cette production se fait soit par développement interne, soit par acquisition, en grande partie. Et à titre d'exemple, depuis en 2017, en fait, donc ITV Studios a notamment fait l'acquisition de Tetra Media Studio en France, de Cattleya en Italie, ou encore d'Apple Tree Production au Danemark. Autre exemple de diversification, c'est CBS, le groupe américain qui a donc généré un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de dollars en 2017, en augmentation de 4% lui aussi. Et là, c'est vraiment assez flagrant, 58% des revenus du groupe proviennent de la diversification, contre le reste pour la publicité. Et en 2016, là aussi, c'est là où la bascule s'est faite et la diversification a pris la tête et creuse encore là aussi l'écart. Si on voit dans le détail, les droits audiovisuels restent majoritaires en termes de segments de diversification, mais les revenus issus de la distribution, donc abonnements et redevances des distributeurs télé, progressent de plus en plus. Ils ont gagné 12 points par rapport à 2012, quand les droits audiovisuels ont perdu 12 points également. Et ce modèle en fait, de rétribution par les distributeurs semble inspirer en tout cas des groupes français type M6 ou TF1 qui ont eux-mêmes donc négocié des accords avec les distributeurs français, moyennant donc la reprise des chaînes en clair, des chaînes décalées, des services replay enrichis en termes de volume et en termes de fenêtres d'ouverture de droits, mais aussi de services en fait, donc Startover, 4K, etc., etc., et des futures ouvertures sur la publicité adressée en télévision, notamment sur les offres VOD. Dernier exemple, et pas des moindres, en termes de diversification, le groupe allemand ProSiebenSat.1, qui, lui, donc, a généré en 2017 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en augmentation de 14%. Et si cette fois-ci, donc, la diversification, les revenus de la diversification
ne représentent entre guillemets que 45% par rapport à la publicité. Ils connaissent une progression très très rapide et d'ailleurs se rapprochent. Il est probable que 2018 soit le moment où on arrive à l'équilibre entre les deux types de revenus. Et au sein donc de ces revenus de la diversification, ce qui est assez flagrant, c'est la part et l'importance en fait des revenus du digital, non seulement qui représente 34%, mais aussi surtout du segment investissement et e-commerce, qui du coup lui représente 23%, et qui est mise en valeur depuis 2016, particulièrement dans les résultats du groupe, ce qui symbolise, qui est assez symptomatique de l'importance que ça représente non seulement dans la stratégie du groupe, mais aussi en termes de revenus. Et on voit effectivement voilà, que donc les revenus sont assez flagrants, importants. Alors sur la partie e-commerce, le groupe ProSiebenSat.1 se développe sur 4 verticales qui sont liées donc au voyage, au comparateur de prix, au dating et au lifestyle en fait. Donc sur ces 4 piliers, le groupe avance sous 2 formes, via le media equity ou via la prise de participation, qui sont 2 approches qui parfois sont concomitantes. Et là, effectivement, on voit une véritable dynamique de la part de ProSiebenSat.1, notamment avec son fonds d'investissement Seven Ventures, qui est parmi les fonds d'investissement les plus importants en Europe. Et à titre d'exemple, effectivement, ils ont investi dans Zalando, qui est aujourd'hui un des principaux acteurs d'e-commerce en termes justement de vêtements et accessoires. Donc, des investissements qui ne sont pas forcément en lien avec l'activité du groupe, mais qui justement ont des capacités de développement importants. Donc ces 3 exemples nous montrent effectivement l'importance pour les groupes médias de se diversifier, car aujourd'hui, effectivement, le contexte économique est très particulier et remet en question les modèles de base, notamment les modèles publicitaires. Mais on voit dans l'ensemble que dans le monde entier, il y a 2 stratégies en fait, qui se mettent en œuvre. D'une part, une stratégie de défense des revenus publicitaires en se développant sur leur activité traditionnelle, mais aussi digitale surtout, et en essayant de peser ou de contrebalancer tout au moins le poids des géants Facebook et Google, et d'un autre côté, le développement d'une stratégie de diversification offensive. Donc sur la partie défense des revenus publicitaires, on voit 3 approches différentes, et effectivement notamment une approche sur le travail sur les inventaires. Donc en termes de plurimédia, en termes pour s'adapter aux nouveaux usages, et essayer de coller en fait effectivement à la vidéo, au mobile, etc. pour grossir de plus en plus. On voit notamment l'exemple de ProSiebenSat.1 avec sa régie 7-One Media, qui par exemple, c'est un exemple intéressant parce que c'est à peu près le seul à le faire, à vendre des inventaires d'affichage publicitaire digital et traditionnel en fait. C'est assez rare dans le secteur en fait, donc ils vendent de l'affichage dans les aéroports, dans les restaurants Burger King, etc. Donc ça permet de proposer à leurs clients des campagnes multimédia et beaucoup plus globales. Autre type d'exemple, la premiumisation des inventaires, notamment par exemple en créant de la rareté. C'est un peu le cas de NBC Universal qui vient d'annoncer il y a quelques mois la volonté de réduire le nombre de spots diffusés aux heures de grande écoute, ce qui est assez important, surtout de la part de ce réseau-là, Et Fox s'est engagé aussi dans la foulée à faire la même chose. Un autre type une autre stratégie de défense publicitaire, c'est de miser sur les opérations spéciales et le native advertising. Et là, on a par exemple l'exemple du Wall Street Journal qui a créé le Wall Street Custom Studios, qui est dédié à 100% aux campagnes natives pour des clients sur les enjeux des éditoriaux, on va dire, économico-financiers. Donc, par exemple, leur première grosse campagne a été de créer le site Narc Economics pour accompagner le lancement de la série Narcos de Netflix. Donc, c'était la mise en place d'un site avec du contenu, des vidéos, des infographies. Donc, ils ont constitué une équipe dédiée à ça.
avec des experts donc, économiques et financiers, des designers, des producteurs vidéo, etc. Donc ça commence à créer en fait une expertise particulière qui rapporte effectivement du coup des revenus supplémentaires. Autre axe d'attaque et pour défendre ces revenus publicitaires, les audiences en fait, en travaillant plus précisément sur la constitution en fait de régies communes, comme l'exemple de Skyline avec le groupe Le Monde et Le Figaro, qui s'est lancé en fait, qui s'est annoncé donc à l'été 2017 et s'est opérationnellement lancé en septembre dernier. Et l'idée est effectivement de rassembler les deux plus gros journaux, groupes de presse en tout cas national français, pour non seulement avoir un pool de data, mais aussi du coup une offre globale vis-à-vis de leurs clients beaucoup plus percutante en termes de masse critique, mais aussi de one-stop shop d'achat en fait. Sur les audiences, il y a aussi donc la maîtrise de plus en plus importante des méthodes de commercialisation programmatique. Et cette fois-ci, on observe que les médias prennent à cœur en fait, de maîtriser de plus en plus ces techniques en les contrôlant autant que possible. C'est-à-dire qu'ils lancent des plateformes de marché privées dans lesquelles leur contenu, leur contexte sont identifiables et, entre guillemets, rassurants pour les annonceurs. Et ils privilégient du coup ce qu'on appelle le programmatique direct, qui ne fait pas forcément appel à des enchères, qui n'est pas forcément en temps réel, qui est en fait une sorte d'application au digital des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire des deals passés avec les acheteurs, les agences médias, et du garantie sur la premium, sur les contextes et les cibles en fait. Et de plus en plus d'éditeurs utilisent le programmatique direct pour commercialiser leurs inventaires digitaux. Ça ne contrebalance pas, on va dire, encore le poids du RTB sur la masse globale, mais au sein des éditeurs, c'est de plus en plus la méthode de commercialisation privilégiée. On a aussi, ce qui est intéressant, une mise en valeur d'autres critères, d'autres indicateurs de performance que la simple impression ou le simple clic. Et donc là, on voit que les groupes médias travaillent de plus en plus sur des indicateurs qui mettent en valeur justement leur qualité, et notamment que ce soit par exemple l'émotion. Donc les groupes médias français audiovisuels, TF1, M6, France Télévisions, se sont positionnés là-dessus. Donc c'est vraiment l'idée de réussir à catégoriser dans leur grille de programme les moments émotionnels les plus aptes à la mémorisation et à l'engagement, en fait, sachant que les études montrent que la joie est l'émotion qui génère le plus de résultats et de plus de mémorisation et de plus de performance. Ce ne sont pas les seuls. Le Figaro Lab a aussi mené des études justement pour identifier ces inventaires et sur le contrat de lecture. Aux États-Unis, la chaîne ESPN, donc liée au sport et donc aux émotions liées au sport, a analysé effectivement plus d'une centaine de déclencheurs émotionnels qu'ils vendent, qu'ils commercialisent à leurs annonceurs. Il y a un autre indicateur qui commence à se développer, c'est l'indicateur de l'attention, qui est symbolisé par le coût par heure. Le Financial Times et The Economist commercialisent des inventaires sur ce coût par heure, c'est-à-dire c'est la durée et le taux de complétion. Et plus effectivement le lecteur est engagé, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de la lecture passive, la régie est capable de savoir si le lecteur est actif en fonction du scroll, de l'utilisation de la souris, etc. Et les tarifs sont valorisés en fonction de cet indicateur-là. Pour toujours dans cette idée de masse critique, les alliances médias sont aujourd'hui de plus en plus répandues en Europe globalement, mais aussi aux États-Unis. Et là, on a l'exemple effectivement de Gravity, qui est une alliance qui rassemble des médias, mais pas seulement en fait. Et c'est ça l'intérêt aussi de ce nouvel acteur, c'est de créer un pool
le plus large possible de data pour ensuite permettre des campagnes non seulement plus ciblées, mais avec des performances de plus en plus garanties en fait. Pareil, 3 acteurs européens ont, eux, choisi une stratégie pan-européenne. Donc, c'était le groupe TF1, le groupe ProSiebenSat.1 et le groupe Mediaset, qui ont été très rapidement rejoints par Channel 4. Donc, eux, leur objectif, c'est de créer une régie vidéo et de mettre en commun donc leurs inventaires disponibles pour vraiment proposer du premium sur les télévisions de rattrapage et essayer par la masse européenne, donc toucher à peu près plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, pouvoir entrer en concurrence avec effectivement un Google ou un Facebook. Merci beaucoup Caroline. On va poursuivre dans cet échange et on a la chance, we're lucky to have you, Julie, coming from ITV Studio, Florian from the ProSieben Sat.1 group, and Kim and Thomas totally able to comment on advertising. But maybe first about ITV. As Caroline described, you have made an impressive shift in the economy of the group. And if I read correctly, next year you will make more money with production than with advertising if you follow the trend. So how did you do, just simply? It was a very clear strategy that our previous CEO, Adam Crozier, set sort of a couple of years after he came in. And it was a direct result of, just being very exposed to be overly reliant on advertising. Advertising is still very, very, very important to ITV PLC. But the idea was to really build up the studios, the studio side of the business. And it was very, very simple. It was to invest in content. And investing in content means investing in talent. So we, and not just in the UK. So we've made a big push into investing in talent within the UK as well as abroad. The US has been a really, really important market for us, both on scripted and non-scripted genres. And then obviously last year, as Karen mentioned, we've really pushed into non-English speaking markets as well on the scripted side by buying Catalea and Tetra and helping Pugh Burns set up Apple Tree in Denmark. But the strategy has been to own content, to own a pipeline of content, to create good content. Investing in talent means keeping that talent doing what it does, doing what it did before you bought them. So we've got a very strong philosophy within ITV Studios, and it's completely sort of built into the DNA of the business of trusting talent, of identifying the very best talent, and once you've identified them and they're part of the family, letting them do what they do best. There's a minimal management layer at ITV Studios. I think 3 people, and it's that each producer has its own identity and has its own business, and is the master of its own destiny. I suppose that if you ask any broadcaster, they will all have your answer. We bet on talents, etc., but not all have the results you had. So, in the growth you had with the studio, what was the internal organic part and external growth? And maybe in the same way of thinking, which are today's the repartition of your revenue between the UK and out of the world? Sorry, just clarify that last How question. do you revenue split between UK and on the studio? Yeah. What you're doing in the studio? The UK is still the vast majority of it. A lot of the outside of the UK investments were just last year, so we'll just start to see the growth from Catalea and Tetra come through. The US is the biggest territory outside of the UK, obviously. And we started our very serious investment on the scripted side 3 years ago. And last year sort of really upped the pace of that. So last year we made a big investment in Blumhouse Television, which is Jason Blum's label. And our investment has enabled them to
remain independent in the way that's very unusual in the American system. The American studio system is so strong and so well established, but it's just starting to show cracks where now producers can retain some autonomy and independence, and we feel that's what keeps their creativity at its best. We also did a joint venture with Circle of Confusion, which is a management company that was a part of the production team on Walking Dead, and they've just got a fantastic slate of writers and producers and other talent there. So that was just last year. So we'll start to see hopefully the fruits of that coming through in the next year or two. The English language is still our biggest driver, but more and more we're loving producing and distributing Italian, French, Scandinavian language shows, and just think that the creativity there and the new stories that are being told are fantastic and can travel really well internationally. Looking further, do you think that a free TV business model is still sustainable, or you have you need to change? Very much so. In ITV we have the UK's biggest commercial broadcaster. It's not going anywhere. I'm not the broadcasting expert, and my colleagues Kelly or Dags or Kevin would do a much better job sitting here telling you that it's going nowhere in the UK television. It's still the only place, if you're an advertiser, that you can reach a really mass audience within the UK, and I believe it's still the same in across the world, even in the US. Which really started seeing viewership decline faster and earlier than we did in Europe, and yet they have managed to sustain and grow advertising revenues. As a viewer, I love Netflix and I love Amazon. As a distributor, I love Netflix and Amazon, etc. But I don't think they replace free TV. I think they're a very, very nice addition and very nice complement, and give consumers a choice. And from my point of view, I'm as part of the distribution business. We work on financing shows, in particular drama, and as the cost of drama have just exploded, having those options and having those choices available is really important. Regarding Netflix and Amazon, when they're able to do it, they buy multi-territorial rights and even worldwide rights. It seems that Sky, which is expanding more and more not only in the UK, Germany, and Italy, but also in Spain, in Switzerland, etc. Will the tomorrow world will be just composed of global players, or Disney will be the next one? And how will it change your job? So instead of having thousands of channels when you can work with, will you tomorrow have just 5 or 10 significant buyers, which would make evolve your job a lot? We as a distribution business, and I guess as a production business as well, we value options, and we value multiplicity. I do think that the trend of consolidation that we've seen over the last few years is going nowhere. I think it's going to continue. Sure. The very interesting moves that that Disney is such an interesting example. It's one of the oldest, most established traditional media businesses there are, and so hugely successful. And yet, what it's doing now is probably one of the most disruptive things that will happen to our industry, I think. And it's a fundamental shift in its policy as a traditional media player. I think consolidation will continue. I think within those big media buyers, there'll continue to be options. There'll continue to be suites of channels. And with the array of programming that there is, not everything is The Crown. Not everything is a big, expensive drama. There's documentaries. There's factual shows. There's entertainments. There's formats. And as a viewer, there still will be a range of places to watch a variety of different programming, whether it's scripted or non-scripted, and all the different categories we know within those things.
And within your group, your studio, how do you succeed in organizing synergies and cooperation between the Cattleya, Tetra Media, and the other production companies? Do you push that, or the opposite? Do you list the largest autonomy? How do you? We don't push it. We encourage it where it works. So my team, we view ourselves as matchmakers. So we know our producers really well. We work with them really very early on their slates. We keep Chinese walls between all of the states because a lot of these producers are competitors in within markets. But where we can see synergies and where we can see that two producers are passionate about a particular story or a particular book or a particular era, we introduce them, particularly if they're from different countries, and if there's a co-production that seems to work, we do that. We've also got a very valuable format library, scripted format library, which can be exploited in various different ways. One of the first things that we worked with on Tetra when we bought them last year was a French remake of Cold Feet, which has been a very successful series, for the UK, and I think that was in the first meeting we had with them. So that was really nice to see something that comes so quickly. There's a co-development between Tetra and one of our producers in the UK, Route 24. It's an English woman who goes to France. She's an ex-spy and just goes to live a quiet life, but doesn't quite manage it. And that's in co-development between a UK broadcaster and a French broadcaster. So yeah, there are exciting opportunities between the group. But if you force co-productions, if you force anything creatively, it never really works. It results in that Euro pudding that you were mentioning earlier. So it has to come organically and come from a creative excitement for them to work together on a particular thing. And your mother company is a channel, a broadcasting channel. You produce for English channels, third ones, and you also distribute rights worldwide. So in the process of production, and when you are at the rating part, and you have to decide go or no go, which are these different players? How do they act in the process? So does ITV has a first right to refusal on your production? No. ITV, the network, no, it doesn't. We produce a lot for ITV and very proud to do so as a group. But our producers are very much encouraged to develop for Sky, for the BBC, for Channel 4, Channel 5, for the FANGs, for Amazon, Netflix. So we're very much encouraged to have a wide portfolio. Just like ITV, the network buys programming from producers not within our group. The ITV studios produce for all the broadcasters in the UK, as well as the global, as well as the global SVOD players. And then obviously our US group focuses on the US networks, but the global players as well. Cattleya obviously has got a great track record of producing Gomorrah and Sabura for Netflix, and if you want to grow, if you want to really expand your portfolio, you've really got to try and focus on all the different buyers out there. In terms of co-productions, if a show is expensive, if a drama is expensive and it's been commissioned by ITV or BBC or Sky, what my group does is go and try and find co-production financing from around the world. Increasingly, that can be after it's financially greenlit as well as before. So we used to sort of really only proceed if there was a little bit of a gap, but in certain circumstances now we can take a more global view and take some bigger risks. Thank you very much. Florian, you illustrate another trend that Caroline pointed, which is development of investment in equity, and in the case of Seven Ventures, with a priority maybe to the media for equity development. Maybe you can develop a bit, or you seem not agreeing. So maybe you can elaborate a bit about Seven Ventures, Zalando, but not only, and your relation and the way it's organized with the rest of the group. Yeah, very happy to.
there are certain similarities, despite kind of what I'm doing as an investor might be slightly different than being kind of like actually a content producer. But there are some traits that we as an investor seem very similar. So, I mean, we as Seven Ventures, I think we are probably like the first ones in the European market that really put two investment models onto the stage that got really big nowadays, which is the media for revenue or the media for equity business models. What it actually means is that we, as a TV media broadcaster, leverage on the ad inventory that we have, and we use this inventory to invest into kind of certain companies. And within your question, I think there are 2 points. I mean, the first one, it's fairly simple. So what we invest in is classical business to consumer plays. So Zalando was already mentioned. I think everybody knows kind of Zalando nowadays, at least in the European market. There are other big players that we invested in just lately into Casper, one of a large direct-to-consumer business in the US. They produce the mattresses. So it's all business that are very centric around marketing, and where marketing costs are a substantial part of the P&L. And we, as a kind of later stage venture capitalist, support them with financing when it's hard for them to get additional kind of like dollars or euros getting into the business. But you also asked about how do we align internally within the group. And there's also 2 ways how we do it. The one is clearly, as a media for equity, media for revenue investor, you need to align with your traditional sales house that is selling the ad inventory, because obviously it is within their interest to sell as much of it as they can. Nevertheless, kind of like our model was born in 2009. The time Lehman went bankrupt, marketing budgets probably cut down slightly, or a bit more than that. And on the same page, you had like all this kind of like young businesses developing, and at this point, Berlin got a real startup hub, and they needed financing. So it was our thought, why not using some of the inventory, just a part of it, to finance these sort of growth companies. So how we handle it with kind of the traditional sales houses, that we have a clear strategy. We are investing into growth companies. So we would not apply our model to like the classical companies that would acquire media, like the Procter & Gambles or the Unilevers of this world. So there's a clear role for us. And then within the rest of our group, there was the chart now that we are almost 50% diversified business right now. So within the digital and adjacent part, where you have like all these new businesses acquired, like the Parships, the Verivox, where we own the majorities nowadays, we are actually like one of the big sourcing channels for them. So we also kind of, supporting them with, we start to invest minorities in promising businesses at a stage, probably like a Series C round. So they're still cash burning. And once they get a little bigger and kind of more interesting and they fit to the portfolio of our group, then this could also be a majority acquisition that we as a group do. So kind of in a quick summary, we align with our sales house by having like a clear lined out strategy. So we invest in growth companies. We are a sourcing channel to other parts of the ProSiebenSat.1 investment universe that do majority acquisitions. And our business model really just levers on something which is there, and that makes the business model so great, and it supports a big universe that needs the support. But in France, the total market of media for equity is estimated roughly about 30 or 40 million euros per year. Maybe Kim will have the possibility to comment a bit. And here in Germany, only Seven Ventures invest about 500 million marks per year. So how do you explain this difference between the 2 markets? I mean, it's always hard to kind of explain it as an outsider to a specific market. I can explain it more from our internal perspective and how we got into it. And I think ProSiebenSat.1, when they invented this sort of business model, I mean, the contribution in kind investment is clearly nothing new, but doing it with media was something new back at the time. And it was really driven out of kind of like a need of the market.
So we really focus on like the Zalandos, and nowadays everybody's like, yeah, Zalando, they could buy media, and yes, they do nowadays. But look back into time, like 2009, nobody even know that they could buy shoes online. So nobody was kind of like putting it in their Google account. So branding is kind of the thing that they needed. And that's where we actually set in. And so we did it out of a market need, and our company was really on that time on the brink, and with Thomas Eveling being the new CEO of the business back then, he really wanted to kind of build like that broadcasting and e-commerce powerhouse. So it was a strategy that also kind of paid their part into this overall group strategy, and this is what it needs to invest it. It is a new business model. I mean, most of the broadcasters are used to, you sell some space that you have and you receive cash, and that in a very kind of established way. So you just you send your invoice, you get the cash receipt. That's different. So if you go into investing, you also need to change that mindset, and you need to have some certain risk appetite to go within there. And that means you don't get paid by the end of the month. Like until you get paid, it can take like 3, 4, 5 years until an exit occurs. And you need to have an organization in the back that really supports that sort of risk taking. And therefore, I'm probably not far enough into the French market. But this is what I see most of the times for group where it does not work out. So they say like, yeah, we have it, but then obviously they don't want to take the risk associated to it, or it does not fit into the overall group strategy. Sorry, have you got metrics in order to measure the return of media for equity strategy compared to sell to a traditional advertiser? Have you got metrics? I mean, the classical say business is quite easy. I mean, you got like whatever discount you provide them with, and then you get the cash receipt. So how do we measure? Yeah, and we have a clear measure on how to do it. So we are basically, as an investor, we are IRR focused. So we are just looking into the internal rate of return of our portfolio. And it needs a lot of internal marketing. So I'm not sure if you have read it, but last year, towards the middle of the year, we have sold 16 of our minority assets in a fund that we have kind of created by ourselves. And it makes it kind of hard, because this is the only true moment when you can say like, hey, I earned this. And there were assets within there like 4 or 5 years old. Long-term strategy. But it is the internal rate of return. And yeah, for us, I mean, we are looking kind of like to build a profitable, self-sustaining business. So it shouldn't be a business where the group kind of throws money in to have some investments. So it must be self-containing, and it is. It should be highly profitable. And at the end, and that makes it hard to purely base it on an IRR fact. Like whenever we acquired some sort of minorities and we sell them into group majorities, like we did with Flaconi or with Amorelie in the past, that also pays into the group strategy, which has a special sort of return for the group, as it really enhances the strategy. But for us, kind of, I'm only looking at IRR figures whenever I sell something, and the last portfolio had like a very profitable figure, was around 30% IRR on the investment. Kim, s'il vous plaît, peut-être on va venir ensuite aux aspects de valorisation et d'amélioration de la valorisation des espaces de pub, mais peut-être d'abord juste sur le Media for Equity. Pourquoi ça marche en Allemagne? Pourquoi c'est très limité en France? Enfin, pour faire très court. Non, effectivement, je pense qu'il y a une question de culture peut-être et d'objectif. Je peux partager avec vous l'expérience qu'on a chez M6. On fait du Media for Equity, on reçoit régulièrement des dossiers et on les étudie avec intérêt. Et on a investi sur les dernières années dans un certain nombre de startups. Mais c'est vrai qu'on voit aussi les limites, les contraintes que ça pose, en tout cas pour un groupe comme le nôtre. Un certain nombre de contraintes pour la start-up, parce que la start-up doit avoir un outil industriel ou un service qui soit suffisamment solide aussi pour absorber derrière la demande qui peut émerger suite à une campagne télé. Elle doit avoir un business model qui est assez mature. Donc ça, c'est les prérequis qu'on a, nous, dans les dossiers qu'on étudie. Et pour le groupe M6, c'est 2 contraintes, je dirais. Une implémentation qui est parfois complexe, parce que finalement assez peu scalable. La négociation de la valeur du média, elle se fait à chaque fois, au cas par cas, pour chaque campagne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les montants
qui sont attendus en télé sont parfois assez importants quand même, et assez décorrélés finalement de la valeur de l'equity qu'on peut avoir en face. Et puis après, il y a un troisième point qui fait que ça limite aussi cette activité chez nous, c'est tout simplement la disponibilité de l'inventaire. On commercialise l'intégralité de nos inventaires aujourd'hui, quasiment. Donc c'est vrai que c'est une activité qu'on continue à exercer, mais dans un certain cadre qui est assez limité, finalement. Et avant le Media for Equity, il y a aussi le Media for Revenue. Florian en a parlé. Et là, pour le coup, c'est un peu plus simple pour nous, une prise de risque moins importante. Et du coup, on y a dédié une structure à la régie avec une équipe qui ne fait que ça. Donc, on va aussi avoir un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire qu'on va demander un certain montant d'investissement avant de regarder un deal. On va aussi faire en sorte que le deal soit plutôt sur du moyen terme. On est plutôt sur des deals à 2-3 ans. On ne va pas faire un deal pour une entreprise qui veut investir sur 3 mois, par exemple, parce que justement, c'est une activité qui est quotidienne, qui demande un suivi quotidien, et c'est pour ça qu'on a une équipe en place qui joue finalement le rôle d'agence. Donc, c'est des gens qui vont suivre chaque semaine l'impact des campagnes et qui vont pouvoir les adapter. Et ce recul, il est nécessaire dans cette activité parce qu'on voit que parfois on s'est trompé. Notre client numéro 1 sur le Media for Revenue, ça fait 6 ans qu'il investit chez nous. On a un deal dont on est très content, lui comme nous. Mais c'est vrai que la première année, on s'est trompé de KPI. Et donc en deuxième année, on a pu ajuster parce que justement, on avait un deal qui était fait sur le moyen terme. Donc voilà, je dirais une activité qui est une diversification, qui peut être un complément d'activité, mais vraiment pour nous à la régie, c'est plutôt un complément d'activité parce qu'on sait que nos inventaires sont très bien commercialisés par ailleurs, donc on va plutôt chercher à en optimiser justement la valeur aujourd'hui. C'est ce qui vaut juste, pour rester une seconde sur le Media for Equity, c'est ce qui vaut pour l'ensemble du groupe RTL. Enfin, il y a dans vos compagnies sœurs à l'intérieur du groupe, il y a des pays, peut-être en Allemagne ou ailleurs, qui l'ont développé de manière significative. On voit effectivement, on parlait de l'exemple de ProSieben qui est un cas d'école, qui s'est vraiment lancé avec envergure dans cette activité. C'est pas tout à fait le cas de RTL. Donc là, voilà, je pense que globalement, on est un peu moins volontariste sur ce créneau au sein du groupe RTL et peut-être un peu plus aussi dans la maîtrise du risque en France, pour la filiale française. Alors, vous aviez fait, avant le Media for Equity, des investissements dans le e-commerce avec Mr. Good Deal, qui était aussi du Media for Equity, puisque vous exposiez Mr. Good Deal et dans vos inventaires publicitaires. Vous y avez renoncé à ça aussi? C'est tout à fait une entité qui a été revendue depuis. Et voilà, et on a toujours un pôle de vente à distance qui s'appuie vraiment sur une mécanique d'e-commerce. Ça a commencé avec le téléshopping dans les années 90. Et évidemment, avec la démocratisation d'Internet et la digitalisation des modes d'achat, ces plateformes se commercialisent à travers du e-commerce. Et ça, pour le coup, c'est une activité qui continue à se développer au sein du groupe depuis 20 ans. Donc voilà, on a toujours ce type de diversification. Après, encore une fois, ce sont des diversifications. On parlait tout à l'heure de la part de revenus, je crois que c'est Caroline qui le disait, de ITV, 44% du revenu qui est lié finalement à la pub seulement. Donc chez nous, cette proportion, elle a aussi baissé, puisqu'aujourd'hui, la part de revenus publicitaires, elle est de 65% par rapport aux revenus totaux du groupe, quand elle était de 90% il y a 10 ans. Donc on voit qu'on s'est diversifié, mais ces activités restent complémentaires. La part de la publicité reste encore majoritaire. Ce que disait Julie aussi tout à l'heure, c'est effectivement chez ITV, le changement de modèle, il ne s'est pas fait en diminuant la pub, et ce qui aurait mécaniquement remonté le poids du reste, c'est en augmentant, en ne sacrifiant pas la pub et en augmentant la production. Donc sur les leviers d'augmentation et de meilleure valorisation des espaces, Caroline a ouvert un certain nombre de pistes qui vont finalement de la manière de nouvelles KPIs dans les audiences, qui peuvent être d'accès à des secteurs qui vous sont encore interdits, et une partie du secteur de la distribution aujourd'hui, d'aller vers une utilisation plus fine et plus importante de data, et éventuellement d'amener la télé linéaire à la télé adressée. Donc, dans quel ordre est-ce que vous classez un peu ces différents aspects en termes d'impact possible pour vous et d'aspects vertueux? Alors effectivement, Caroline l'a bien résumé tout à l'heure. Je pense qu'il y a 3 axes finalement de développement au niveau de la publicité. Il y a tout ce qui concerne l'optimisation des revenus actuels, ce qu'on appelle communément le revenu management, qui s'est un petit peu développé dans toutes les régies. Pour faire ça, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va essayer de faire du yield, comme ça existe déjà en digital, donc de vendre
au plus offrant un écran publicitaire qui est particulièrement valorisé. Ça, ce sont des choses vers lesquelles on va aller. On travaille aussi de plus en plus la contextualisation. Je crois que le digital a amené une offre pléthorique, y compris sur la publicité, mais paradoxalement, il a aussi valorisé les atouts de la télévision. Et ces atouts, aujourd'hui, ils sont mis en exergue par les annonceurs eux-mêmes. C'est la puissance, c'est la qualité du contexte, c'est la brand safety. Et donc, c'est justement pour valoriser ces atouts qu'on cherche à développer des formats contextualisés. On parlait tout à l'heure d'émotion. On a aussi lancé une offre, nous, qui nous permet de faire du ciblage émotionnel en télévision, sans s'appuyer sur les datas des utilisateurs, mais juste en s'appuyant sur nos scripts d'émission, à travers de l'analyse sémantique. Donc ça, c'est la première partie, l'optimisation finalement de notre offre pour mieux valoriser nos atouts et nos inventaires. Ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne la diversification finalement des comptes clients. On parlait tout à l'heure de la diversification des activités. Il y a aussi dans la publicité une diversification qui est en train d'être mise à l'œuvre, en tout cas chez nous. C'est vrai qu'il y a quelques années, nos concurrents, notre concurrent principal, c'était le leader de la télévision en France. Et donc notre objectif, c'était d'aller grignoter des parts de marché dans ce bassin-là. Aujourd'hui, c'est très différent puisqu'on est en concurrence avec des géants du web. Et donc, on va chercher à sourcer de nouveaux inventaires, de plus petits clients aussi, qui ne sont pas coutumiers de la télévision, qui pensent parfois ne pas avoir le budget nécessaire pour faire de la télévision. Et on va faire des offres adaptées justement pour développer cette clientèle. Donc ça, c'est le deuxième levier qu'on a. Et ensuite, il y a un troisième levier qui est effectivement qui concerne les nouveaux gisements qu'on peut avoir avec ce que vous mentionnez, Philippe, la libéralisation finalement des secteurs interdits et la publicité segmentée. Alors juste peut-être un mot de contexte pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. On a une loi en France qui régule le secteur de la télévision, qui est la loi de 1986. Et cette loi, elle s'appuie sur deux principes parmi d'autres qui ont un certain nombre de dispositions par rapport à la publicité. Le premier principe, c'est la pluralité des médias, avec l'idée notamment de continuer à préserver une part des revenus publicitaires pour les autres médias traditionnels que sont par exemple la radio et la presse. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de continuer à préserver la diversité culturelle. Et c'est pour ça que la loi a interdit l'accès à la télévision, l'accès à la publicité télévisée pour certains secteurs, comme le cinéma et l'édition littéraire, pour justement faire en sorte que les plus petits acteurs du marché ne soient pas mis à mal par rapport aux gros opérateurs qui ont évidemment beaucoup plus de moyens. Donc ça, c'est les deux principes qui concernent la publicité et qui sont à la base tout à fait honorables. Sauf que la loi, bien sûr, date d'un certain nombre d'années, 30 ans, un peu plus de 30 ans plus précisément, et depuis, le paysage a beaucoup changé. Je pense qu'on en convient tous, et il a beaucoup changé, notamment depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on recevait uniquement 7 chaînes de télévision en France, aujourd'hui on en reçoit 27 chaînes gratuites. Il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était que la vidéo à la demande, les plateformes vidéo ou encore les réseaux sociaux sur lesquels on peut consommer des contenus. Aujourd'hui, ces services marchent bien, même très bien, et ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les acteurs français traditionnels. Il y a 3 types de contraintes, juste pour les nommer. La première, c'est les taxes sectorielles. La deuxième concerne les obligations de production et de diffusion de contenu. Et la troisième concerne justement ces fameuses restrictions publicitaires avec l'interdiction de 3 secteurs, donc la distribution, vous l'avez rappelé, pour les opérations promotionnelles, le cinéma et l'édition littéraire. Donc ça, c'est une première restriction. La deuxième restriction concerne effectivement le fait de ne pas pouvoir, quand on est un média national, proposer une offre de publicité locale. C'est ce qu'on appelle communément la publicité adressée ou publicité segmentée. Donc, forcément, dans ce contexte, on voit bien aujourd'hui que les acteurs télé sont en compétition avec des acteurs qui ne respectent pas ces règles. Et quand on regarde le big picture, ce qu'on voit, c'est que les investissements télévisuels ont beaucoup baissé sur 10 ans. En euros constants, on estime que la baisse est de 14% depuis le lancement de la TNT. En parallèle, les autres médias traditionnels ont beaucoup baissé et ont aussi subi un préjudice finalement de la part des acteurs du digital qui ont la possibilité de faire et de réaliser toutes les restrictions qu'on mentionne ici. Donc voilà, c'est en ce sens qu'on a appelé effectivement à un assouplissement du cadre réglementaire pour lequel on attend toujours un retour des pouvoirs publics.
Ce retour n'est pas encore effectif, mais c'est vraiment pour répondre finalement à cette dichotomie et pour créer un univers concurrentiel qui soit plus juste pour l'ensemble des acteurs du marché. Alors maintenant, pour répondre à votre point sur les secteurs interdits. Donc la distribution pour les opérations promotionnelles, le cinéma et l'édition littéraire. Qu'est-ce qu'on en attend finalement? C'est compliqué de vous donner un chiffre, mais ce que je peux vous dire, c'est que la part la plus importante des revenus qui sont attendus sera bien sûr issue de la distribution. Logique, c'est là où il y a le plus d'argent. Et puis, ce sont aussi des acteurs qui consacrent une part importante de leurs dépenses à des dépenses de communication hors médias. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un transfert et une part de dépenses plus importante pour la communication des médias. Ce qu'on voit aussi quand on regarde ce qui s'est passé en 2007, parce qu'en 2007, la distribution a été interdite en télévision, elle a été libéralisée, on voit que ça n'a pas perturbé les autres médias. La publicité télévisuelle en a profité, mais les autres médias aussi. Donc ça, c'est le premier point sur les secteurs interdits. Le deuxième point qui concerne la publicité segmentée, pour le coup, là, on peut vous donner un chiffre, puisqu'il y a eu un travail, on travaille vraiment de concert avec tous les acteurs du marché sur ce sujet, parce que c'est un nouveau levier d'activité qu'il faut lancer dans un cadre maîtrisé. C'est quelque chose qui peut perturber le marché. Donc l'idée a été de se regrouper au sein du SNPTV, le syndicat des groupes télé pour la publicité, et de travailler ensemble. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et avant de démarrer les travaux concrets et pratiques, on a fait une estimation du potentiel de revenus que pouvait apporter cette nouvelle activité. On l'a fait faire par un cabinet de conseil indépendant et le chiffre a été communiqué. Donc on parle de 200 millions d'euros supplémentaires avec la publicité adressée, dont 60% viendrait de la géolocalisation. Car évidemment, dans le cadre qu'on est en train de définir pour cette nouvelle activité, l'idée, c'est d'apporter une valeur additionnelle par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui en télévision. Donc, de modifier le signal publicitaire, de mieux cibler certains foyers en fonction de données complémentaires qu'on n'utilise pas aujourd'hui, comme la géolocalisation, comme des comportements d'achat, comme des centres d'intérêt, par exemple. Donc c'est à peu près 7 ou 8% de gains incrémental, puisque le marché de la pub, c'est 3 milliards. À horizon 2022, un point qu'il faut préciser, donc c'est à peu près ça. Vous aviez innové en mettant un log de connexion derrière M6 Replay, et donc vous avez une base de 18 millions de... 21 millions. 21 millions, pardon. Sous ID, ce qui vous a permis de développer effectivement une nouvelle offre publicitaire beaucoup plus ciblée. Une question juste d'actualité, il y a un règlement européen sur la protection des données personnelles qui arrive le 25 mai. Ça remet en cause votre base de 21 millions de personnes sous ID ou pas? Non, heureusement. Non? Non, ça ne remet pas en cause. Vous êtes obligé de leur redemander individuellement un consentement éclairé? Alors en fait, on a évidemment, comme tous les acteurs du digital qui vont être impactés, et pas que dans le digital d'ailleurs par cette réglementation, on a pris un certain nombre de dispositions il y a déjà un an, en nommant un Chief Data Officer, en responsabilisant les entités qui travaillent sur ce sujet, en travaillant aussi sur les interprétations de la loi, qui sont aussi fournies par la CNIL, puisqu'il y a le règlement européen et puis il y a derrière les interprétations de la CNIL. Voilà, donc ça fait, je dirais, un an que les équipes sont mobilisées sur ce sujet au niveau juridique et au niveau opérationnel. Donc on est en train de mettre en place les aménagements nécessaires en termes d'information, en termes d'obtention du consentement, parce que c'est vraiment ça la pierre angulaire du règlement européen, c'est d'obtenir le consentement des utilisateurs avant de collecter toute donnée personnelle. Donc c'est des choses qui sont effectives chez nous et qui seront en place bien sûr pour le 25 mai. Et vous pensez que ça va faire baisser la base de combien à peu près? Honnêtement, c'est un risque qu'on estime très mesuré, très modéré en fait. Parce que d'abord, quand on a lancé ce login, il était obligatoire. Il faut rappeler quand même que c'était une première en France, personne ne l'avait fait et certains nous prenaient pour des gens très non risque-averses, pour parler poliment. Mais c'est vrai que c'était obligatoire. Pourquoi est-ce que ça a autant marché? Honnêtement, nous-mêmes, chez M6, on n'imaginait pas faire 21 millions de personnes loguées. C'est un Français sur deux de moins de 50 ans et c'est 80% de la population des millennials. Donc on pense que c'est une couverture qui est extrêmement importante. Pourquoi est-ce que ça a marché? Parce que les gens voulaient voir leur contenu. Voilà. Donc on propose une offre qui est gratuite, parce qu'elle est financée par la publicité,
Mais derrière, effectivement, il y a eu cette procédure d'inscription, un petit peu contraignante au départ, qu'on a rendue la plus facile possible et qui a été un succès puisque les gens l'ont fait. Peut-être Thomas, pour prolonger sur la manière de mieux valoriser l'espace demain, de générer davantage de revenus, que ce soit dans le live, que ce soit dans les services de replay ou autres services à la demande. Donc, Freewheel est la partie du groupe Comcast qui s'occupe de tous les aspects de publicité, donc avec à la fois, enfin, en opérant aux États-Unis et en Europe, en étant un partenaire technologique dans un certain nombre de pays, dont la France. Peut-être vous pouvez élaborer un peu rappeler un peu comment vous vous positionnez, et puis sur réagir ou rebondir sur ce que disait Kim sur les 200 millions de gains incrémentales. Oui, tout à fait. Donc un petit rappel sur le groupe Comcast. 3 pôles d'activité principaux. Le premier, un pôle de production et d'édition qui est NBC Universal. Un pôle de distribution, donc avec un réseau de câbles aux États-Unis avec 25 millions d'abonnés. Et un troisième pôle qui est plus technologique, aussi bien au niveau de l'offre qu'on appelle set-top box, donc la possibilité de porter un middleware set-top box différents opérateurs, et une division technologique que j'appellerais publicitaire et contenu. Freewheel opère sur le marché publicitaire, et Comcast a décidé d'investir il y a maintenant 6 ans en rachetant différentes sociétés de technologie, avec un but assez simple. Aux États-Unis, le marché est structuré de façon assez différente. Les câbles opérateurs sont très proches des éditeurs, dans le sens où, dans leurs accords de distribution, les câbles opérateurs héritent d'une plage publicitaire d'environ 2 minutes par heure, qu'ils monétisent eux-mêmes. Donc, Comcast câble opérateur a une régie qui monétise l'ensemble de ces 2 minutes par heure dont ils héritent de ABC, CBS, NBC, etc. Donc vous pouvez imaginer que le métier publicité, qu'il soit chez NBC ou chez Comcast, c'est un gros métier pour le groupe. Et à partir du moment où la compétition s'est intensifiée des acteurs, des géants de la côte ouest, avec une activité particulière sur l'approche locale. On sait bien que Facebook et Google sont très très forts sur la publicité locale, qui était un peu le fer de lance du groupe Comcast, de l'activité publicitaire du groupe Comcast. Donc Comcast a décidé d'investir dans sa propre plateforme technologique, évidemment pour son propre bien, mais aussi pour le bien du reste de l'industrie, dans le sens où, pour pouvoir, parce que la télé est quand même un métier très différent du digital, donc ça requiert des investissements, du soutien, du service assez important pour pouvoir justement proposer des services qui soient, pour que l'utilisateur puisse ne pas voir de différence finalement entre un service télévisuel, audiovisuel normal et un service digital ou on demand. Et donc c'était assez important d'investir dans notre propre plateforme. Et cette propre plateforme a été mise à la disposition, pas gratuitement évidemment, du reste de l'industrie pour faciliter justement cette interaction entre les câbles opérateurs et les éditeurs. Donc aujourd'hui, un de nos premiers métiers, c'est justement d'opérer comme ce facilitateur des échanges publicitaires entre les plateformes de distribution, qui sont les câbles opérateurs, les distributeurs satellites et les différentes chaînes, avec le but avoué il y a 6 mois de faciliter la publicité segmentée ou adressée. Pourquoi ? Parce que vous pouvez imaginer que sur les 2 minutes accumulées par Comcast dans les différentes régions dans lesquelles ils opèrent, on est dans un marché très local où la compétition primaire est celle de Facebook, celle de Google qui vont voir les concessionnaires locaux, etc. Donc la possibilité de faciliter l'insertion de publicité locale dans cet inventaire de décrochage a été hyper important pour la croissance de revenus du groupe, mais aussi la possibilité d'offrir un moyen d'extension aux différents éditeurs de leur audience et de leurs revenus commerciaux. Donc là, maintenant, on est au début de cette aventure. Le groupe NBC, on va dire, fait à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en télévision segmentée. Sur combien ? Sur un total de combien pour NBC ? Sur à peu près 10 milliards, 8 milliards de la publicité, donc c'est encore petit.
Mais les progrès effectués depuis 6 mois sont assez importants sur deux aspects principaux. Le premier étant la possibilité de regarder son inventaire, donc la totalité de son inventaire d'une façon unique et holistique. Donc on soit dans un univers de linéaire ou de digital, la possibilité de dire à un utilisateur ou une agence ou un annonceur, vous pouvez retrouver le même utilisateur sur vos créneaux linéaires, mais aussi sur vos créneaux digitaux, avec un outil centralisé qui permet de faire la décision et de mettre la bonne publicité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qui est extrêmement important quand on parle de télévision, et de permettre de suivre cet utilisateur en fonction de son utilisation et de l'audience qu'il génère. La deuxième importance, et ça c'est plus particulier pour le marché français, dans la négociation des accords de distribution, la possibilité de donner cette capacité d'adresser un utilisateur au niveau technique et au niveau publicitaire est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu sur la France depuis un mois, ces discussions sont assez tendues. Quand un groupe comme TF1, au bout de 6 mois, finalement arrive à avoir un accord des 4 principaux opérateurs, on peut imaginer qu'aux États-Unis, avec un modèle qui a évolué depuis une dizaine d'années, la capacité d'offrir un modèle de télé segmenté, de télé adressée est extrêmement important dans la renégociation de ces droits. Concernant la taille de marché, on a participé à cette étude du SNPTV. On valide ces chiffres, évidemment. Je pense qu'en France, ce qui va être très important, c'est comme on est sur un marché national pour la télé, en général, ça va être de trouver des nouveaux annonceurs qui vont pouvoir justement bénéficier de cette géolocalisation, comme on pu le faire en Angleterre, AdSmart avec Sky, où je crois que les derniers chiffres publiés sont 70% des annonceurs sur AdSmart sont des nouveaux annonceurs en télé. Donc c'est hyper important. Et le chiffre de 200 millions à l'horizon 2022, c'est avec un démarrage de la publicité segmentée quand? Enfin, ça voudrait dire que la réforme soit faite quand? C'est 2019. C'est une estimation qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, et l'idée c'était de commencer 18 mois à peu près après cette estimation. Il y a une question juridique, évidemment, il y a aussi une question technique, parce que la télé adressée, c'est évidemment une question de discussion entre opérateurs et éditeurs. Les éditeurs le font aujourd'hui sur M6, sur TF1, en replay. On est déjà dans un modèle de télé adressée pour tout ce qui est contenu à la demande, tout ce qui est contenu parfois en streaming. La question de savoir comment adresser sur une set-top box, elle est différente. Comment adresser le flux linéaire en set-top box, elle est différente d'un point de vue technique, d'un point de vue de modèle commercial. Donc les opérateurs se sont mis un gros défi devant eux dans les 12 prochains mois de faciliter justement cette transition pour pouvoir permettre la publicité adressée. Mais il y a quand même un sacré boulot à faire. Donc éventuellement, techniquement, ça sera prêt avant que juridiquement le truc, la décision soit tombée? Pas forcément, non. Bon, on attend un retour quand même d'ici quelques mois de la décision juridique. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et c'est vrai qu'on ne sera pas prêt techniquement dans 3-4 mois. Mais justement, c'est ça l'idée de cette revue, d'avoir constitué des groupes de travail, y compris avec les opérateurs, pour essayer de définir un peu les process. Comment est-ce qu'on va mettre en place ces nouveaux flux, parce qu'il faut que ce soit en plus à la frame près. C'est vraiment au millième de seconde pour que ce soit complètement fluide sur un écran de télévision. Et comment derrière on s'acquitte du comptage, comment derrière on définit un business model effectivement qui convient à tout le monde, c'est des questions qui sont en cours de traitement. Il est midi et quart passé, donc la SNCF nous avait mis en retard et malheureusement les retards ne se rattrapent pas. C'est donc une information concernant l'intervention de Gilles Marchand pour ne pas décaler encore. Donc le patron de la télévision suisse publique interviendra à 14h au lieu d'intervenir en fin de matinée. Et peut-être pour vous quatre, un mot de la fin. C'est compliqué Enfin, on l'avait dit en préparant cette émission, ce plateau. Il y a bien 3 lignes différentes de préoccupation. Chercher le point commun, c'est l'amélioration des revenus de toute façon des groupes.
Et peut-être je vous laisse quand même faire votre conclusion sans chercher à créer une fausse cohérence. Je conclurai éventuellement sur les premiers résultats qu'on trouve, notamment côté NBC sur la télé adressée, parce que voilà, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Au-delà de l'adressabilité, au-delà de la possibilité d'offrir à différents annonceurs plus locaux une possibilité d'entrer le marché de la télévision, comme le disait Kim, ce qu'on observe surtout, c'est que la base de la télé, c'était la reach et la frequency, donc la possibilité d'atteindre avec une campagne assez large un maximum de personnes et de le répéter pour avoir une couverture assez large. On a un coût pour la plupart des annonceurs quand on arrive à 60-70% de reach, donc une couverture qui atteint la majorité certes, mais pas la globalité, qui est compliqué en incrémental. C'est-à-dire que le coût marginal d'atteindre ce pourcentage est quasiment impossible ou beaucoup trop cher. Le vrai bénéfice de la télé adressée est le coût marginal de cette audience supplémentaire. Ce que fait très bien aujourd'hui, ce que font très bien les acteurs du digital côté vertical, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire un coût assez finalement faible pour un visiteur unique, mais ils n'arrivent pas à atteindre cette masse. En combinant la puissance de la télévision classique et de son reach sur les réseaux nationaux, sur les réseaux de distribution classique, plus le digital, avec la possibilité du ciblage et de l'adressabilité, on arrive à des coûts de revient, et ce qu'on observe aux États-Unis, qui sont extrêmement compétitifs, aussi bien en termes de coût par mille et en termes de reach, évidemment. Donc, la promesse est là, elle commence à arriver, et surtout, et je rebondirai sur ce que disait Kim tout à l'heure, la capacité des éditeurs à collecter cette donnée et à les matcher avec celle des opérateurs va être essentielle pour justement justifier ces économies d'échelle. Kim ? Un mot de la fin, donc. J'ai 3 mots qui me viennent à l'esprit par rapport à tout ce qui a été dit. La rationalisation, la complémentarité et le ROI. Je pense que dans chacun de nos métiers, on est un petit peu soumis à ce type de réflexion à travers le fait de quadriller un territoire plus largement, justement, pour mieux développer ses activités, mieux les amortir, à travers l'expérience publicitaire qui doit être optimisée pour les publicitaires, les annonceurs et l'utilisateur lui-même. Et finalement, ce qui nous tient un peu tous, il y a quand même cette notion à chaque fois de ROI, de pouvoir fluidifier l'impact, de faire en sorte que voilà, nos annonceurs soient contents et que les différentes chaînes, les différents intermédiaires de la chaîne, ils tirent aussi leurs revenus. Donc je crois que c'est un petit peu ça, les mots qui nous drivent pour le futur de cette publicité. Et c'est un petit peu la façon dont je la vois en termes de construction. Final remark from my side would be, first of all, I think it has been said from nearly everybody. So kind of, we all need to still lever on the core strengths of what we have within TV, and that's kind of the mass reach that is still given, and it's still the only medium that you can go out to and reach as many people in such a short amount of time. So building on that core strengths and combining this with all the new forms of advertisement that we can do through our TV reach that we already have, combining it with the traceable TV, but also with other forms of media, like we also do it in our house, like digital out of home, classical digital media. I think that makes it really interesting, and from our perspective as an investor, it's just perfect because it actually will give us more opportunity in the future to invest kind of, different inventories and support our clients. And I don't think it's a matter if you invest or if you sell something to a client. It always needs to make sense for any specific client to receive that form of media, and it just makes it more valuable, and the creativity behind the broadcasters it is still there, and it makes just the universe bigger for us to invest and kind of bundle more products into one that makes sense. I guess I would just say that it's really been very interesting hearing sort of just very innovative ways to be thinking about change, and change is just now a completely inherent part of our business. I had a colleague who went on maternity leave for a year, and that she couldn't recognize the industry when she came back. And we are a creative industry,
So I think if we, as Florian said, we keep focusing on the core strengths, but embrace change, get excited about it, rise to the challenges, and then use the creativity and the innovation that a lot of our colleagues have in our business to adapt to the changes in viewing habits, in technology, the legal changes, which seem to take a while to sort of catch up to all the rest of it. But if we focus on being excited by that rather than scared of it, I think we'll all continue to do really well. Thank you very much to you all. Thank you.